Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nouveau plateau ce matin dans le cadre du Carrefour des collectivités territoriales autour d'une thématique qui nous préoccupe au quotidien, pourrais-je dire en tant qu'élus locaux, à savoir les conflits et incivilités. On connaît toutes et tous la question du coq jugé quelquefois trop bruyant par certains voisins, les chiens qui aboient jour et nuit, en passant par les cloches de l'église que certains souhaiteraient voir réduites, voire supprimées. On observe surtout que les conflits de voisinage, alors il y a un phénomène sociétal qu'on évoquera peut-être, au terme duquel finalement peut-être que les habitants deviennent de moins en moins tolérants, ont de plus en plus souvent tendance à se retourner vers leur maire. C'est en mairie qu'on va toquer quand on n'est pas content parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a un dommage ou autre. On évoquera également la question de savoir comment ça se passe en termes de procédure, mais également en conclusion les outils de prévention. On le dit souvent, un bon compromis vaut mieux qu'un mauvais procès. Donc on aura l'occasion d'évoquer ces différents points. Pour en parler, 4 intervenants ce matin. À ma gauche, Jean-Jacques Dumas. Vous êtes maire de Saint-Ibard, je le rappelle, président de l'association départementale des maires de la Corrèze. À votre gauche, nous avons le plaisir de recevoir le colonel Xavier Lefebvre, donc, qui est nouveau commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze. Bienvenue dans le département, mon colonel. Juste en face, François Fournier, procureur de la République de Tulle, à Tulle, pardon, et à ma droite, Madame Marie-Sophie Vaguette, présidente du tribunal judiciaire de Tulle et surtout présidente du CDAD, un outil qui mériterait d'être, je pense, plus connu, donc le Conseil départemental d'accès au droit. On verra un petit peu comment ça fonctionne et dans quelle mesure ça peut être un outil effectivement très utile pour les élus locaux que nous sommes dans nos mairies. Je vais commencer par vous, Monsieur le Président. En matière de contexte général, quelles sont les incivilités ou les troubles que l'on rencontre le plus souvent en mairie au quotidien? Oui, bonjour à tous. Je crois déjà qu'il faut relativiser un petit peu les choses. La Corrèze, ce n'est pas un quartier de non-droit de certaines zones urbaines. Je pense que Monsieur le procureur de la République ne me démentira pas. Et il a la chance d'avoir été nommé dans un quartier, dans un département particulièrement tranquille. Donc il faut, parce qu'aujourd'hui on a tendance souvent à exagérer un petit peu tout, et c'est vrai que il y a des problèmes de voisinage, il y a des problèmes d'incivilité, mais il faut relativiser tout ça. Et je dirais en tant que très ancien maire, il y en a qui disent trop ancien maire, puisque je suis maire de Saint-Ibard depuis 32 ans. Je dirais plus que les difficultés ont évolué, se sont transformées. Par exemple, les conflits de voisinage, il y a 30 ans, c'était souvent des problèmes de limites, de bornage, etc. Ça a pratiquement disparu. Pas complètement, mais ça a beaucoup diminué. On trouve qu'il y a toujours assez de terrain à travailler, donc 50 cm de plus ou de moins, ça pose moins de problèmes. Et pour les incivilités aussi, il y a des nouvelles incivilités qui sont apparues, mais là aussi, je dirais que les maires d'un département rural ne sont pas les plus exposés. Bien sûr, il y en a, mais on n'est quand même pas accablé par les incivilités. Pour ce qui est des conflits de voisinage, il y a un problème qui revient souvent et qu'on a du mal à régler, c'est les terrains non entretenus. Vous avez des terrains qui appartiennent à des gens qui sont à Paris, qui sont à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs.
qui ne mettent jamais les pieds sur leur terrain, qui ne l'entretiennent pas. Et c'est rapidement envahi par une végétation qui déborde chez les voisins, par un repère de vipères, et ça c'est plus embêtant, etc. Et ça, on n'a pas trop de solutions. On a aussi quelques cas, puisque vous m'avez demandé des cas qui remontaient à l'Association des maires de la Corrèze. Alors là, c'est quelques cas, mais de construction sommaire souvent, mais il n'en demeure pas moins illégale, construite le plus souvent sur des terrains qui n'appartiennent pas à celui qui a construit, et où les élus ne savent pas trop comment ils vont se débarrasser de ces individus. Et ça, c'est un problème nouveau. Si vous voulez, ça fait partie de ce que je dis, qu'il y a une évolution. Il y a 20 ans, on n'avait pas ça. Chacun construisait chez lui. Alors, la construction pouvait être un petit peu illégale, mais au moins, elle était chez lui. Là, on a des gens qui construisent sur le terrain d'autrui. Et comme on est dans une société quelquefois un peu laxiste, le maire, il se trouve démuni face à de tels problèmes. Maintenant, sur les incivilités, ce qui a évolué, quelque chose qui n'existait pas du tout il y a quelques dizaines d'années, c'est le problème des ordures. Les ordures, pourquoi ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans? C'est que pratiquement toutes les communes avaient une décharge qui posait des problèmes environnementaux, mais qui existait légalement. Donc les ordures, tout le monde les amenait en principe à la décharge. Et maintenant, on a mis de plus en plus pour la destruction des ordures coûtant de plus en plus cher, on a mis des redevances qui sont en fonction des quantités d'ordures qui sont faites par chaque foyer. Et est apparu des sacs poubelles qui sont déposés un peu n'importe où, sur le bord des routes, et on voit même pire. On voit même des camions entiers de gravats, de déchets en toutes sortes, qui sont baignés, pas trop loin d'une route, dans un endroit un peu isolé, en bordure d'un champ. L'agriculteur, il arrive un matin, il rentre dans son champ, finalement il ne peut pas rentrer parce qu'au milieu de l'entrée, il y a un camion qui a basculé 20 tonnes de déchets de construction, de démolition de bâtiments. Et on se trouve un petit peu démunis face à ces choses-là. Maintenant, en ce qui concerne les agressions verbales ou voire physiques, des agressions verbales, il y en a, mais les agressions verbales, les mots peuvent blesser, mais les maires, surtout ceux qui sont un peu anciens comme moi, les nouveaux sont plus sensibles aux mots pas très agréables, mais les plus anciens, on dit finalement les mots, c'est pas si grave que ça. Où ça devient plus problématique, c'est s'il y a des coups.
des coûts, pas des coûts financiers, mais des coûts de points ou de... Il faut reconnaître que dans un département comme la Corrèze, on n'a pas, je pense que monsieur le procureur sera là pour nous le confirmer, on n'a pas jusqu'à présent beaucoup de ce type. On ne peut pas appeler ça des incivilités, c'est plus des agressions, mais on n'en a pratiquement pas, je pense, et c'est tant mieux. Alors, voilà un petit peu tout. Alors, le maire a quelquefois l'impression d'être démuni parce qu'il ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et je me tourne vers le colonel de gendarmerie. La gendarmerie est toujours occupée, et c'est vrai. Je ne peux pas ne pas le signaler, mon colonel. Je ne veux surtout pas vous agresser. Vous venez d'arriver et vous êtes fort sympathique. Mais le maire, et là c'est aussi les évolutions, le maire est un peu moins proche des gendarmes qu'il n'était il y a quelques années. On me dit souvent les gendarmes sont occupés par de nombreuses tâches. Et puis c'est vrai que ce n'est pas souvent des gros problèmes qu'on soumet. Parce que le trouble à l'ordre public, et je pense que monsieur le procureur, madame la présidente, mon colonel, tous, vous ne me contredirez pas, c'est que le trouble à l'ordre public n'est pas le même dans une petite commune corrézienne que dans une banlieue difficile. Dans une petite commune corrézienne, si on vole 200 €, toute la commune le sait et dit les gendarmes ne font rien, le parquet ne fait rien, la justice est lente, mais si vous voulez, quand on est à Vaux-en-Velin ou je ne sais où, quand on vole 200 €, personne n'en parle, on ne dépose même pas de plainte. Parce que on considère que c'est... Donc, si vous voulez, ça, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est que des tout petits délits que vos collègues, monsieur le procureur, classeraient dans d'autres juridictions, classeraient sans suite. En Corrèze, c'est important parce que justement, parce qu'on est un département assez tranquille et que donc les petits délits, pour aller au-delà des incivilités, créent un réel trouble à l'ordre public. Alors, l'occasion, effectivement, de rétablir un petit peu là, la part du vrai, du faux, petit délit, grand délit, moyen délit, tout est relatif, notamment grâce à votre présence à tous les trois. Colonel Lefebvre, alors vous, effectivement, quel est votre point de vue du côté des forces de l'ordre national? Vous avez un petit peu de recul par rapport à ça. Quelles sont les raisons pour lesquelles on va solliciter la gendarmerie? Est-ce que vous avez souvent des maires qui font appel à vous? Le président Dumas évoquait la question de la réactivité, peut-être, pour laquelle les maires peuvent s'interroger. Votre point de vue sur le sujet? Bonjour à tous, merci. Alors effectivement, il y a autant de particularismes régionaux, locaux, départementaux qu'il y a de zones géographiques. Vous aviez raison de le dire, monsieur le président, je viens d'arriver en Corrèze, c'est un département qui est sain, qui est tranquille, mais c'est une tranquillité qu'il faut préserver et entretenir. Donc, il y a deux choses dans les propos que vous avez dit. Il y a les incivilités et puis les conflits de voisinage. Je pense que ce sont finalement déjà deux problèmes différents.
les conflits de voisinage, on le constate, c'est un manque de communication qui est clairement un phénomène de société. Puis on a les incivilités, c'est souvent un manque d'éducation. Sur les conflits de voisinage, je vous donnerai juste une anecdote qui va parler à tous parce qu'elle a défrayé la chronique l'été dernier. Et puis en plus, j'étais de permanence, donc j'ai traité. C'est l'histoire des seins nus à Saint-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales, sur la plage, où des gendarmes interviennent parce que deux femmes sont seins nus à côté d'une famille qui avait des jeunes adolescents. On nous demande aux forces de l'ordre, aux maires, aux élus, d'être finalement des médiateurs de choses qu'ils ne devraient pas faire. Et en l'occurrence, c'est une mère de famille qui va voir deux gendarmes réservistes pour leur dire, écoutez, moi ça me dérange, ces personnes avec les seins nus, c'est à côté de mes jeunes enfants, est-ce que vous pourriez leur dire d'aller un peu plus loin? Et les gendarmes réservistes, en toute bonne foi, vont discuter avec ces femmes. Et les deux femmes en question disent « Non, mais aucun souci, je n'avais pas vu qu'il y avait des gamins, ça ne me pose pas de souci. » Voilà les faits tels qu'ils ont eu lieu. Mais juste à proximité, il y avait une femme qui a trouvé ça inadmissible, atteinte insupportable à la liberté et à l'action des femmes, qui a déformé les propos. Et ça a été repris avec les médias sociaux au niveau national. Ça a été d'une violence terrible pour cette jeune réserviste qui avait à peine 22 ans et qui avait essayé d'arranger les choses parce que les gens n'ont pas voulu se parler. Et on le voit très souvent dans les conflits de voisinage. Si simplement deux personnes venaient aller se discuter l'une avec l'autre, c'est de dire « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez baisser un peu votre musique parce que j'essaye de faire la sieste? Excusez-moi, il est un peu tard, j'aimerais dormir. » On n'aurait pas tous ces appels et ces crises en disant c'est un tapage, il faut venir, bientôt on demandera même au procureur de se déplacer pour constater. C'est ce que l'on rencontre. Alors il faut absolument que l'on continue à travailler dans ce domaine. On essaye de le faire. Maintenant, il est vrai, des gendarmes sur le département, il y en a un petit peu plus de 400. Donc, notamment l'été, en fonction du nombre d'appels de conflits de voisinage et de tapage nocturne, par exemple, on va devoir intervenir en priorisant les choses et on donnera bien évidemment la priorité sur des violences intrafamiliales, même si le tapage doit perdurer. Sur les incivilités, vous avez raison de le préciser, c'est important. On a de plus en plus d'incivilités environnementales et il faut lutter contre ça. On essaye, en lien avec les services du parquet de la justice, de travailler chaque fois qu'on le peut. Récemment, alors c'est pareil, c'est anecdotique, mais récemment on a perçu des VTT électriques qui nous permettent d'aller dans des endroits finalement où on allait moins vite, et on a pu découvrir des campements sauvages à proximité des lacs et des beaux sites géographiques. Et chaque fois que l'on a pu, on a verbalisé les personnes qui finalement laissaient les déchets de leur pique-nique sur le bord de la route. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire et qui est importante, c'est effectivement il doit y avoir une augmentation et une amélioration de nos contacts entre la gendarmerie et les élus. Les élus, vous êtes finalement le premier réceptacle de toutes ces crises, petites crises locales, mais parfois grandes crises et grands énervements. Donc vous êtes le réceptacle et vous devez avoir un accès privilégié à la gendarmerie. J'y tiens beaucoup. J'ai commencé mon tour, je dirais, de découverte du département et des élus. Il y a des endroits, ça se passe très bien. Il y a d'autres endroits où, très clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça se passe moins bien. Les élus regrettent de ne plus connaître les nouveaux gendarmes qui arrivent, ne serait-ce que ça, parce qu'il n'y a pas de présentation. Donc, on va travailler ensemble, on en a déjà parlé, pour essayer d'améliorer ça. Je donnerai un dispositif qui a été mis en place au mois de juin, qui n'a pas tellement marché, mais je pense que finalement
la période calendaire ne s'y prêtait pas. C'est une formation que l'on propose aux élus pour lutter contre les incivilités et pour identifier les situations à risque. C'est une formation qui est pilotée au niveau national. Les personnes que vous aurez à faire dans ces formations sont des personnes qui ont été formées par le GIGN et les négociateurs pour vous permettre à vous, élus locaux, d'identifier la situation qui potentiellement peut être à risque. Et ça commence par l'appel téléphonique. Est-ce vraiment mon rôle? À quelle heure m'appelle-t-on? Est-ce que je connais la personne qui m'appelle? Etc. Donc vous avez tout un canevas pour vous aider. Il y a des créneaux qui ont été proposés. Des élus m'ont fait remarquer à très juste titre que tous les créneaux qui étaient proposés, c'était des créneaux en semaine. Et que, ma foi, beaucoup d'entre vous, vous êtes élu local, mais vous avez aussi une profession. Donc on va revoir la copie pour vous proposer aussi, en lien avec l'AMD, des créneaux pendant le week-end. Et ce sont des petites sessions où il faut une quinzaine d'élus maximum pour pouvoir interagir et avoir des ateliers pratiques où vous serez un petit peu bousculés pour apprendre justement cette pédagogie de gestion des conflits. Donc, animé par les agents du GIGN, j'ai bien entendu. Hein. Alors, ce n'est pas des agents du GIGN, mais ils ont été formés par le GIGN. D'accord, Voilà. d'accord. Non. Donc effectivement, préconisation à suivre, on imagine que ce sont des situations dans lesquelles les maires sont directement impliqués, c'est-à-dire qu'en la plupart du temps, les élus locaux ont du mal à comprendre jusqu'où vont leurs pouvoirs et surtout où est-ce qu'ils s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que bien souvent, de bonne foi, le maire tente d'interférer finalement pour un trouble entre voisins ou autre, et finalement, quelque part, outrepasse ses pouvoirs. Alors les pouvoirs du maire, on les connaît sur le plan préventif via les arrêtés municipaux. Chacun connaît les arrêtés de police par rapport au bruit, par rapport aux déchets, on évoquait éventuellement. Mais le maire aussi, faut-il le rappeler, est juridiquement, en tout cas sur le papier, officier de police judiciaire. Il est au PJ. Donc en théorie, le maire est censé pouvoir dresser des procès-verbaux. François Fournier, vous êtes procureur de la République à Tulle. Est-ce qu'il est vraiment du ressort d'un maire de dresser des procès-verbaux, par exemple? Quels sont vraiment les pouvoirs du maire en ce domaine? Merci beaucoup de cette question qui est un peu piégeuse en réalité. Alors à titre liminaire, je vais indiquer que je suis procureur à Tulle. J'interviens également au nom de ma collègue qui m'a sollicité en ce sens, qui ne peut pas être présente et qui s'en excuse, Madame Abrantes, procureur, elle à Brive. Donc tout ce que je vais dire, ça vaut pour les deux parquets, puisque nous sommes en réalité exactement sur la même ligne de conduite, vous le savez bien, monsieur le Président Dumas. Oui, alors vous m'interrogez sur les pouvoirs du maire, effectivement, qui sont doubles en matière de police. Et là, je m'adresse aux professeurs de droit public, pouvoir de police administrative, qui relève moins des prérogatives du parquet, évidemment, pouvoir de police administrative et pouvoir de police judiciaire, avec un critère de distinction qui est un critère finaliste. Est-ce qu'on est sur de la prévention ? Prévention qui va relever de l'ordre public, salubrité, sécurité, tranquillité. Et dans ce cas-là, avec une compétence qui sera une compétence administrative si jamais un contentieux doit s'élever. Et compétences en matière de pouvoir de police judiciaire, effectivement, article 16 du Code de procédure pénale. Le maire et ses adjoints sont officiers. Et ses adjoints. Et les adjoints importants, oui. Et ses adjoints sont officiers de police judiciaire. J'en souris un peu en regardant le colonel, évidemment. Bon, on ne va pas vous demander de faire un travail de police judiciaire. Et j'aurais plutôt tendance à vous dire, surtout, ne faites pas un travail de police judiciaire. Ce qui va être attendu, en réalité, même si vous en avez les prérogatives. Alors les prérogatives, si elles devaient s'exercer, elles doivent s'exercer dans le cadre des conditions générales du Code de procédure pénale. J'imagine bien que vous avez une maîtrise relative des dispositions du Code de procédure pénale en la matière. Donc c'est pour ça que je vous aurais tendance à vous dire ne vous y frottez pas trop. Non, en réalité, ce qu'on va vous demander, c'est de nous signaler les faits. Et quand je dis nous, ça peut être fait de deux manières. Signalement directement aux forces de l'ordre. Gendarmerie ou police selon la zone de compétence,
ou directement par un signalement au procureur de la République. Et là, aux deux procureurs en fonction en fonction du canton en réalité, et de l'arrondissement judiciaire concerné. Donc vous disiez, Monsieur le Président Dumas, la gendarmerie ne fait rien, le parquet pas beaucoup plus, je vais le dire comme ça. La justice est lente. Le colonel disait qu'il y a 400 gendarmes dans le département. Il y a 6 magistrats du parquet, 3 sur chaque parquet. Vous avez peut-être vu, on a fait, quand je dis on, là c'est tous les procureurs de France, hein. On fait par voie de communiqué de presse une sensibilisation pour dire attention, on est quand même très peu pour traiter l'ensemble des infractions qui sont commises sur nos ressorts. À 3, aujourd'hui, pour la juridiction de Tulle, je suis tout seul. Mes deux collègues sont en congé, ils y ont droit, hein, et j'ai eu la faiblesse de les raccorder. Ils sont en congé, donc je suis depuis 15 jours tout seul à assurer toutes les fonctions que peut assurer un parquetier. Donc là, j'ai le téléphone de permanence qui est avec moi sur la table, et je suis comme chacun de mes collègues, hein, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a toujours un parquetier qui répond lorsqu'on appelle le numéro de permanence. Donc voilà, des effectifs qui sont quand même très très limités pour faire beaucoup de choses. Sur le parquet de Tulle, c'est à peu près 6500 procédures par an qui nous sont communiquées. Alors toutes n'aboutissent pas, évidemment, et on va peut-être en reparler. Et c'est notamment dans ce que vous pouvez nous signaler. On a un certain nombre de fois, on a des exigences qui sont posées par le Code de procédure pénale, de caractérisation des infractions. Il y a un certain nombre d'éléments constitutifs. Il y a des éléments de preuve aussi. C'est pas parce que des dégradations sont commises qu'on va arriver à identifier l'auteur. C'est pas parce qu'il y a un dépôt d'ordures, un dépôt de déchets, comme vous le disiez, qui constitue bien une infraction, hein, à la loi pénale, mais c'est pas parce que ce dépôt est fait qu'on va arriver à trouver l'auteur. Donc c'est vrai que j'étais un peu circonspect quand on m'a demandé d'intervenir sur les incivilités, parce qu'en réalité l'incivilité c'est pas véritablement de mon ressort. Moi mon champ de compétence c'est celui de l'infraction. Alors, les deux ne se recoupent pas complètement. Il y a un certain nombre d'incivilités qui ne caractérisent pas des infractions, d'autres oui évidemment. Donc, dès qu'une infraction est établie, je suis censé être saisi. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Si ce n'est quand même dans les relations entre les maires et les deux parquets, avec ma collègue, nous avons, dès notre arrivée à l'un comme à l'autre, eu la volonté d'essayer d'établir une relation qui est davantage de proximité. Alors, moi je vous le disais, on est très peu. Je ne peux pas, moi, venir à votre rencontre, me déplacer. On a eu la chance, malgré tout, dans notre grande misère, hein, de pouvoir recruter deux agents qui sont présents ici. Madame Matou, qui est chargée de mission auprès du parquet de Tulle, Monsieur Sakala, qui est juriste assistant mutualisé entre les deux parquets, et auquel on a demandé de venir à votre contact. Donc j'espère qu'ils l'ont fait. Si ce n'est pas le cas, ils vont continuer à le faire. Recevez-les, parce qu'ils vont pouvoir vous exposer un peu notre volonté de travailler avec vous. Il y a un certain nombre d'offres de services qui vous seront faites. On travaille actuellement avec l'Association des maires et avec son président pour établir une convention de partenariat entre les élus et les deux parquets. On travaille aussi sur l'établissement de conventions pour les rappels à l'ordre, puisque ça fait partie des prérogatives que vous avez en tant qu'élu, de pouvoir faire des rappels à l'ordre aux agents, aux membres de vos communes. Donc on travaille sur ce genre d'éléments. À travers cette convention de partenariat, vous verrez également qu'on vous proposera de venir découvrir l'institution judiciaire, qui est souvent très méconnue, y compris des élus de la République. Alors la période n'est pas très favorable à des rencontres au sein de nos juridictions, mais dès que j'espère que ça va arriver à se décanter à un moment ou un autre, on reviendra vers vous pour vous proposer de venir nous rencontrer dans les juridictions, qu'on puisse vous exposer ce que l'on fait, comment travaille et comment fonctionne la justice, parce que je crois qu'il y a encore une fois une vraie méconnaissance à ce niveau-là.
À travers cette convention, vous verrez aussi que le parquet vous doit un certain nombre d'informations sur les infractions que vous avez pu signaler. Vous devez avoir en réalité des retours sur ces signalements, alors qu'ils soient négatifs si on va vers un classement, parce qu'on estime que l'infraction n'est pas établie, parce qu'on estime, ou parce qu'on n'arrive pas à identifier d'auteur, hein, c'est aussi simple et bête que ça parfois. Pour les faits les plus significatifs qui se passeraient sur vos ressorts, vous pouvez aussi nous interroger pour savoir quelles sont les suites que nous envisageons d'y donner. Moi, je suis très favorable à cet échange direct. On a mis en place dans les deux parquets des boîtes aux lettres électroniques, en réalité, qui vous sont spécialement dédiées. Je ne sais pas je dis ça, mais en même temps, je la connais pas de tête. À travers cette convention qui vous sera communiquée, évidemment, vous aurez ces adresses mail. Il y a un certain nombre de maires qui, après les rencontres avec Mme Matoug et M. Sakala, en ont été destinataires et qui commencent à l'utiliser. Ne vous en privez pas. Il y a toujours quelqu'un qui la veille, cette boîte, et qui vous répondra. C'est souvent moi, d'ailleurs, pour le parquet de Tulle en tout cas. Donc voilà, notre volonté, c'est effectivement d'arriver à avoir un échange plus soutenu qu'il n'était, avec encore une fois cette limitation des moyens qui sont les nôtres. Dernier point que je voulais évoquer également, si vous le permettez, bien sûr. c'est celui sur... vous avez fini par là, monsieur le Président Dumas, celui qui concerne la politique pénale que nous avons mise en œuvre en matière d'infractions touchant les élus. C'était avec M. Lebris que nous avons, avant que n'arrive Mme Abrantès à Brive, que nous avions rédigé une note d'instruction à destination des forces de l'ordre, une note d'instruction commune, puisque c'est ce que nous essayons de décliner au maximum, pour essayer de faciliter vos dépôts de plainte. Donc avec prise de rendez-vous au sein des unités de gendarmerie, de police, pour qu'il y ait des priorisations sur ces dépôts de plainte. Un traitement également que nous avons demandé, un traitement immédiat. Vous vous plaignez de la lenteur de la justice. On essaie de faire en sorte, on ne peut pas tout traiter dans le même délai. Et d'ailleurs, tout ne serait pas souhaitable d'être traité immédiatement. Il y a un certain nombre d'infractions qui, en revanche, doivent être priorisées. Il y a une mouche qui m'agresse. Les infractions contre les élus, contre l'autorité instituée ou constituée de manière générale, hein, force de l'ordre, ça en fait partie. Tous les agents de contrôle de l'État ou des administrations déconcentrées. Les élus, évidemment, font partie de cette priorisation et dans un traitement qui est, pour le coup, quasiment en temps réel, avec des déferrements qui seront systématiques lorsque, touchons du bois, espérons que ça ne se produise pas trop souvent, mais des infractions graves qui seraient commises contre les élus. Oui. Mon colonel, oui. Je rebondis juste 2 secondes sur ce que vient de dire Monsieur le procureur, c'est très important. Vous parliez des petites incivilités que vous aviez appris avec votre carapace d'élu ancien et expérimenté d'encaisser. Je crois que dans des départements privilégiés, si je puis dire, comme la Corrèze, il ne faut surtout pas entrer là-dedans. Et dès l'instant où il y a des insultes et des agressions verbales pour un élu, il faut les signaler à la gendarmerie sans tarder, parce qu'il faut que les personnes qui aient commis ces actes agressifs, même s'ils sont verbaux, soient connus des forces de sécurité intérieure, mais également du parquet, parce que ça permet tout de suite de les identifier et de leur rappeler, c'est une décision pénale aussi, hein, un rappel à la loi, c'est pas simplement verbal, c'est de dire à une personne ce que vous avez fait, c'est pénalement répréhensible et ça ne se fait pas. Et un élu doit être protégé. Donc il faut, Monsieur le procureur de la République a raison de le rappeler, il faut signaler ce genre de fait. Il n'y a pas de petites agressions et de grosses agressions, il n'y a pas de petits délits ou de gros délits, il n'y a que des délits dans le code de procédure pénale. Si vous permettez, pour rebondir sur ce que vient de dire du coup Monsieur le colonel,
Ça ne sera pas un rappel à la loi pour un outrage sur un élu de la République. Ça ne sera pas un rappel à la loi qui sera ordonné par le parquet, hein. Il y a toute une gradation de la réponse pénale. Le rappel à la loi, c'est quand même la réponse. La réponse, c'est ça, la réponse minimale. Donc, encore une fois, on a tout un panel. On est en capacité d'apprécier, hein, en fonction du degré de gravité de l'infraction, en fonction de la personnalité aussi de celui qui la commet, évidemment, pour passer sur une réponse un peu supérieure. Alors effectivement, je pense qu'on y voit un petit peu plus clair. Petite précision éventuellement à apporter. On disait tout à l'heure que maires et adjoints sont officiers de police judiciaire, donc sous l'autorité du procureur de la République, premier élément. Et deuxième élément très important, sur le territoire de leur commune, hein. Il n'est pas question pour un maire qui part en vacances de verbaliser des véhicules mal stationnés par exemple ou autres. Donc, vous avez complètement raison, Monsieur Robert, c'est une précision d'importance, effectivement, hein. Vos attributions d'officier de police judiciaire, elles se limitent, elles se cantonnent au territoire de la commune, oui. Ça va mieux en le disant. On va parler prévention maintenant, donc un petit peu les outils que l'on peut mettre en œuvre au niveau municipal pour mieux gérer finalement ces risques de conflits et incivilité. Marie-Sophie Vaguette. Alors nous avons la chance de vous accueillir à double titre, à la fois en tant que présidente du tribunal judiciaire de Tulle, mais également en tant que présidente d'une autorité que l'on disait tout à l'heure, les élus ne connaissent peut-être pas assez, à savoir le CDAD. Qu'est-ce que le CDAD, déjà en quelques mots? Et on évoquera, je pense, après la question des conciliateurs de justice, peut-être, qui constituent des interlocuteurs vers lesquels les maires devraient plus souvent pouvoir se retourner. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit jusqu'alors, avec laquelle je suis parfaitement d'accord, étant précisé que ce qu'on constate, puisque à mon titre également de magistrat du siège, j'interviens aussi dans le cadre des conflits civils. Et évidemment, on rejoint plus ou moins, lorsque tous les outils ont échoué, on rejoint le procès civil, qui n'est pas une mince affaire, puisqu'on traite au tribunal de Tulle autant d'affaires civiles que d'affaires pénales. Et je dirais que ce que l'on constate, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est que la loi est de plus en plus complexe, que les gens sont de moins en moins tolérants, et que beaucoup s'érigent en spécialistes du droit, hein. Les facilités de faire des recherches sur Internet font que les gens brandissent des articles découpés, voire copier-coller, dans lesquels ils disent « oui, mais moi, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit ». Et de fait, je pense aussi que du coup, l'attitude des élus a changé. Ils sont amenés à eux aussi avoir de plus en plus de réglementations appliquées. Et je crois qu'il faut effectivement à un moment savoir passer le relais, que ce soit à la gendarmerie ou à d'autres outils dont je vais parler. Ce que je voudrais dire, c'est que les litiges civils peuvent se régler devant un tribunal, bien évidemment, et il y en a. Je constate, moi ça fait 1 an que je suis arrivée en Corrèze, pour rejoindre évidemment Monsieur le Président qui a beaucoup plus d'expérience et de connaissances du terrain que moi, que ça a changé au niveau de ce qu'on appelle conflit de voisinage. Moi je vois beaucoup aussi de conflits familiaux. Notamment parce que les parcelles qui ont été divisées, redivisées dans la famille, données à l'un, à l'autre, ça passe à la génération suivante. Lorsque c'est des parcelles qui sont uniques et uniformes et réparties entre 2-3 personnes d'une même famille, ça va. Lorsque arrivent les enfants, les petits-enfants, qui effectivement ne sont pas sur place, n'ont pas la même vision des choses, ça commence à devenir compliqué. Moi, je constate qu'on a par exemple énormément de problèmes de droit de passage, puisque on découpe, à un moment on est d'accord, on fait passer, et puis un beau jour, pour une raison X, Y ou Z, on se fâche, et là, boum, on met une clôture, une barrière, etc. Donc tout ça, les conflits de voisinage peuvent amener à des incivilités, les incivilités peuvent amener à des conflits de voisinage.
Je passerai sur l'aspect infraction pénale qui a été évoqué par monsieur le procureur. Donc les solutions qu'ont les maires, ce sont lesquelles? Alors, il y a des gens qui sont des plaideurs. Il faut les laisser aller plaider. Ils veulent engager des procès. Il faut les laisser engager des procès. Sachant, et je rejoins ce que vous avez dit en propos introductif, que bien souvent, dans ce type de dossier de conflit de voisinage, il n'y a jamais un gagnant et un perdant. Donc, les deux peuvent y laisser des plumes. Donc, il y a d'autres solutions qui existent et que vous avez évoquées de manière préliminaire. Déjà, il y a donc le Conseil départemental d'accès au droit qui est là. C'est un groupement d'intérêt public dont est membre d'ailleurs l'association des maires, qui regroupe donc le ministère de la Justice, la préfecture, différentes associations, l'association des maires, le conseil départemental. Donc c'est un service, c'est un organisme qui est basé au tribunal de Tulle, dont je suis la présidente, mais qui ne dépend pas en tant que tel de l'action judiciaire, qui a pour objectif de permettre un accompagnement donc des personnes en difficulté de manière gratuite, confidentielle et accessible à tous. On fait donc de l'information, on fait de l'orientation, donc à différents niveaux, lorsque les gens ont besoin d'avoir un relais vers une association d'aide au logement, vers une association vers la CAF. Bref, les personnes qui font les permanences peuvent orienter les personnes qui les interpellent, donc je rappelle gratuitement, vers un partenaire. Il les aide aussi à accomplir leur démarche administrative et il délivre, si besoin est, des rendez-vous qui sont gratuits avec des professionnels du droit, donc par le biais de bonnes consultations. Le CDAD, lorsqu'il a identifié une problématique qui relève vraiment d'une consultation juridique, va à ce moment-là délivrer un bon de consultation gratuit aux avocats. Et donc j'ai vu Madame le bâtonnier de Brive était présente, mais ce sont ou à Brive ou à Tulle des avocats donc, qui font faire la consultation, des notaires également. On délivre des bons de consultation aux notaires et on délivre des bons de consultation aux huissiers. Donc en fonction de la problématique, les intervenants du CDAD vont pouvoir orienter de la meilleure manière possible la personne qui est en demande. Donc c'est un relais pour les maires. Il ne faut pas qu'ils hésitent lorsqu'ils se trouvent confrontés à une difficulté à prendre contact avec le CDAD pour justement passer le relais si nécessaire. Je précise que nous sommes implantés donc, sur le département sur 8 points à 8 endroits différents. Je vais les citer rapidement. Donc, nous avons des permanences à Aigurande, à Ussel, à Bort-les-Orgues, à Uzerche, donc à Tulle au tribunal judiciaire, à Malmort, à Brive-la-Gaillarde, et on intervient également au CD d'Uzerche et à la maison d'arrêt de Tulle pour les personnes détenues. On vient d'ouvrir un point justice, donc il va démarrer la semaine prochaine. Je ne sais pas si monsieur le maire d'Égletons est présent avec monsieur Ferret. Donc on démarre cette permanence. Donc on est là actuellement avec le conseil départemental en pleine évaluation des besoins des maires. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les besoins. Donc je en profite pour présenter Madame Mazel, elle va peut-être lever la main pour se montrer, et Madame Valérie qui est à ses côtés, qui sont donc les deux permanentes, les deux juristes du CDAD qui ont un stand ici et qui sont à votre disposition pour vous remettre des flyers, puisqu'on a un certain nombre de flyers que vous pouvez remettre aux personnes quand vous vous trouvez en difficulté pour les aider justement et passer le relais, comme je disais. On est en train de prospecter pour voir évaluer les besoins. Si besoin est, on ouvrira d'autres points de permanence dans d'autres communes. Donc voilà ce que je voulais dire sur le CDAD. Alors on va le voir, effectivement, il y a un autre outil qu'on va évoquer juste après sur la partie conciliateur de justice. Mais pour rebondir, alors on parlait de la présence sur les stands des uns et des autres. Colonel Lefebvre, j'ai vu que sur le stand de la gendarmerie,
il était notamment fait état d'un dispositif qu'on appelle la participation citoyenne. C'est quelque chose dont vous pourriez nous dire 2 mots? Oui, alors il y a quelques dispositifs de participation citoyenne sur le département. Ce sont des dispositifs qui sont intéressants à condition qu'il ne reste pas une coquille vide d'un dispositif qui est monté à un instant T et finalement qui ne vit pas. Et d'autre part que le contexte géographique communal, intercommunal s'y prête, à savoir trouver collectivement des interlocuteurs, des citoyens qui s'investissent et qui soient de véritables partenaires. Parce qu'un dispositif de participation citoyenne, c'est certainement pas une délégation à des citoyens de nos missions régaliennes, que ce soit celle des forces de sécurité intérieure et encore moins de la justice, mais c'est simplement des citoyens qui vont s'engager pour, dans l'intérêt général, faire remonter des difficultés qu'ils identifieraient, qui pourraient déboucher sur des infractions pour nous permettre de travailler en amont et de désamorcer en amont ces problèmes. D'accord. Donc je retiens quand même effectivement à chacun son rôle. Force de l'ordre pour le côté constat, effectivement, le côté ensuite répression via des procès-verbaux éventuels. Et comme on l'évoquait donc, parmi les outils intéressants de manière constructive pour apporter une forme de réponse, donc outre le fait de renvoyer utilement vers le CDAD, on a cet autre outil, donc des conciliateurs de justice. Alors de quoi s'agit-il précisément ? Alors, le conciliateur de justice, donc c'est un outil, je dirais, qui est un petit peu plus élaboré que simplement essayer d'intervenir comme le font les maires. De toute façon, je sais que tous les maires essayent de faire la conciliation, les gendarmes aussi, et même le procureur, et même les juges. Donc, c'est vrai qu'on a un peu tous l'habitude de faire de la conciliation. La particularité du conciliateur de justice, donc il intervient soit en dehors de tout procès, donc il peut être saisi par le maire. Dans tous les cantons, il y a un conciliateur de justice. Il y en a 19 sur la Corrèze et on est encore en train d'en recruter. Vous pouvez trouver le nom du conciliateur qui est rattaché à votre commune, soit par le biais du site internet de l'Association des conciliateurs du Limousin, soit par le CDAD, encore qui a la liste et qui pourra vous donner le nom de la personne qui intervient sur votre commune. Donc le conciliateur, il intervient soit avant tout procès, en dehors de tout procès, soit dans le cadre, donc déjà de plus en plus, la loi de programmation de la justice a aussi pris en compte le fait que dans les petits litiges, le juge ne pouvait pas tout et que, comme vous le disiez tout à l'heure, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Donc, ils peuvent également être saisis par le juge. Donc, le juge a un conflit qu'on lui soumet, il décide de déléguer au conciliateur pour que les parties trouvent un accord. Donc, la conciliation, c'est un processus qui aide les parties à parvenir à un accord, donc qui ne prend pas à leur place les décisions, mais qui les aide à parvenir à un accord pour régler leurs difficultés, leurs différends, par l'intermédiaire donc d'un tiers neutre. C'est-à-dire que ce tiers est neutre, il est impartial. Lui, il a des outils où il sait comment faire avancer les décisions. Les gens le voient d'abord individuellement, puis ils le voient ensemble. Évidemment, il faut qu'ils soient d'accord tous les deux. Et ensuite, ça peut être plusieurs séances. L'objectif étant d'arriver à un accord. Alors, de préférence écrit, parce qu'on sait que des fois les paroles s'envolent et que les accords verbaux ne tiennent pas toujours très longtemps. Donc, de préférence écrit, un accord écrit qui peut même être homologué par le juge. Donc, il y aura vraiment une force exécutoire. Donc, c'est quand même, ils ont quand même un outil à leur disposition et un taux de réussite qui est relativement important, puisque nationalement parlant, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres sur la Corrèze, mais nationalement parlant, à peu près la moitié des gens qui saisissent un conciliateur parviennent à un accord. Donc c'est quand même toujours intéressant d'essayer. C'est toujours pour le maire un outil, je pense, vers lequel il faut qu'il essaye de diriger les gens,
parce que il n'a pas forcément, lui, le temps. Parce qu'évidemment, il faut du temps. C'est le problème dont on manque tous actuellement, c'est prendre du temps. Parce que quand on prend du temps, vous parliez des problèmes de communication, et je suis tout à fait d'accord avec vous, colonel, sur ce sujet, les gens vont trop vite, ne se parlent pas, et de fait, on arrive des fois à des incompréhensions, et Dieu sait dans les familles si c'est connu, et si tout simplement, parfois, en posant les choses, en revenant un petit peu en arrière, on arrive à obtenir des accords. Donc, c'est gratuit, c'est payant, comment ça fonctionne? C'est gratuit. Les conciliateurs reçoivent un défraiement pour leurs frais par le ministère de la Justice. Oui. Mais sinon, pour les personnes qui font appel à eux, c'est gratuit. Absolument. Et on peut trouver leurs coordonnées. Je crois qu'il y a un site conciliateur. J'ai dit l'association des conciliateurs du Limousin. D'accord. Donc il y a par chaque département, il y a donc sur le site, ils ont un site, et donc vous pouvez en tapant votre commune trouver le nom de votre conciliateur. Sinon, par le relais du CDAD, puisque le CDAD a la liste des conciliateurs. Donc, je le rappelle, le Conseil départemental d'accès au droit, voilà. Lieu incontournable en tout cas en matière de prévention des conflits. Alors avant de conclure, je proposais de faire une forme de petit cas pratique. Le président Dumas évoquait tout à l'heure la question des déchets sauvages. Alors la loi effectivement a un petit peu évolué de telle sorte qu'auparavant on ne pouvait s'adresser qu'aux propriétaires du terrain, et aujourd'hui on peut s'adresser à l'occupant des lieux finalement. Donc, exemple, je suis maire d'une commune de Corrèze, je constate un dépôt de déchets sauvages. Premier réflexe, selon vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à ce maire confronté à une telle situation? Est-ce que je vais vers les gendarmes tout de suite? Est-ce que je saisis le procureur? Est-ce que je fais un procès verbal constatant? Spontanément. Qu'est-ce que vous me conseillez en tant que maire, avant d'aller évidemment au CDAD pour avoir de l'information de première fraîcheur? Alors monsieur le procureur. Vous avez raison, monsieur Robert. On peut faire les deux, saisir ou la gendarmerie ou le procureur. Sauf que moi, je ne vais pas aller sur les lieux. Donc moi, je vais saisir la gendarmerie. Enfin, si c'est en zone de compétence gendarmerie. Donc autant aller peut-être directement vers la gendarmerie, ça gagnera un peu de temps et une étape. Maintenant, comme je l'indiquais, la gendarmerie va faire ses constatations. On arrivera ou on n'arrivera pas à identifier qui a été à l'origine de ces dépôts. C'est toute la difficulté, et c'est une des raisons pour lesquelles j'évoquais ces classements sans suite, auteur inconnu, lorsqu'on n'a pas de... Lorsqu'on n'identifie pas celui qui a réalisé ce type de dépôt. Mon colonel ? Oui, effectivement, ce sont des incivilités et des infractions qui empoisonnent clairement à la fois les élus locaux, les habitants, et puis qui ont pris de plus en plus d'importance avec le souci environnemental que l'on a tous enfin. Pour autant, ce sont, comme le disait monsieur le procureur, des infractions qui sont souvent très dures à matérialiser. Alors il y a quelques erreurs que commettent encore les personnes qui nous permettent de temps en temps, comme c'est le cas récemment, de les identifier, mais des erreurs que je vais garder pour moi, si vous me le permettez. Et puis, lorsque c'est un dépôt régulier, il peut y avoir des dispositifs comme des caméras. Alors ça va de la caméra de chasse pour essayer d'identifier, mais s'il y a beaucoup de passages, ça va être compliqué. Il y a des dispositifs, j'ai vu qu'un stand, et je ne fais pas de publicité, qui est de caméras autonomes plus élaborées. Enfin bon, on met tout en œuvre, mais c'est vrai que le dépôt sauvage qui a lieu une fois au milieu de nulle part avec des gravats a malheureusement encore trop de chances de finir en classement pour auteur inconnu. D'où l'importance, et je rebondis là-dessus, d'où l'importance de toujours mieux se connaître et d'avoir une gendarmerie mieux implantée sur le territoire, parce que parfois, alors que l'on pense qu'il n'y a rien, eh bien c'est l'agriculteur du coin, c'est quelqu'un qui va en parler à l'élu, qu'il a vu un véhicule qui lui paraissait suspect, etc. Et il faut, et ça va être un de mes objectifs sur ces 3 prochaines années, de développer justement cette connaissance
du milieu dans lequel on vit et qui, il faut le reconnaître, se perd petit à petit par l'empilement successif des priorités qui nous sont données. Donc proximité indispensable effectivement pour apporter des réponses plus opérationnelles à ces risques de conflit. Alors sur la vidéo, bon, j'invite à la plus grande prudence. Déjà vidéo surveillance, on est passé sur un plan sémantique à la vidéo protection, qui n'est pas tout à fait la même chose et qui normalement nécessite un certain nombre de procédures à l'égard de la CNIL, à l'égard de la conservation des données. On ne s'improvise pas vidéo-surveillant comme ça sur un terrain lambda, et à plus forte raison sur la voie publique. Monsieur le Président Dumas, que vous inspirent ces différents échanges? Vous en sortez optimiste pour la suite du mandat? Avant peut-être que je vous donne mes impressions de cette table ronde, vous avez posé une question pour les dépôts sauvages d'ordures. Moi, j'en poserai une autre pour ces quelques, je dis bien qu'il s'agit de quelques, installations illégales sur le terrain d'autrui, dans des constructions plus ou moins sommaires. Que peut faire le maire? J'ai oublié de vous répondre, je l'avais noté pourtant, mais j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Effectivement, sur les infractions en matière d'urbanisme, parce que c'est de ça dont vous parlez, un point de vigilance, la prescription est de 6 ans en la matière. Donc dès que vous constatez une construction illégale, alors le mieux c'est de nous le signaler au plus tôt, évidemment. Mais dès que vous en faites le constat, il faut figer les choses. Pour figer les choses, vous avez 2 moyens. Soit faire un procès-verbal de constatation qui va faire partir le délai de prescription de 6 ans, mais surtout qui va interrompre, ou signaler les éléments. Alors vous avez deux solutions, soit signaler à la DDT, soit signaler aux forces de l'ordre. Et à partir de là, il y a une procédure qui sera une procédure judiciaire qui sera. Là, on est sur du délit pour quasiment toutes les infractions. Donc il y a une procédure judiciaire qui sera initiée. Moi, c'est un contentieux que je connais bien pour être passé par Béziers en particulier, dans lequel ce type de construction illégale était très très fréquente sur tout le littoral, en réalité méditerranéen. Donc bon, c'est des procédures auxquelles je suis habitué et que je sais traiter. Mais il faut le signaler. Le procureur, il n'intervient que lorsqu'il a connaissance des faits. Et ça vaut pour les infractions en matière d'urbanisme comme pour toutes les infractions. Oui, mais je parlais surtout quand c'est sur le terrain d'autrui. Sur le terrain d'autrui, comment on fait pour faire évacuer les occupants illégaux? Alors la première chose, c'est de caractériser l'infraction. Une fois que l'infraction est établie, il va y avoir une réponse judiciaire et ensuite il va falloir la faire exécuter. Pour faire exécuter et pour faire expulser, c'est plus une compétence du parquet, c'est une compétence de l'autorité administrative préfectorale en l'occurrence, notamment pour avoir le recours à la force publique s'il y avait besoin. Je vous passe, Madame le Président, parce qu'effectivement, il y a une autre possibilité. Il y a aussi le président du tribunal statuant en référé. En urgence, pour faire expulser des squatteurs, on peut faire une procédure d'urgence. Mais pareil, il faut avoir quand même, normalement c'est avocat obligatoire pour toutes les parties. Et puis il faut avoir, c'est pareil, au moins un constat d'huissier minimum, quoi. Alors, procédure effectivement assez tatillonne, on l'a vu, le droit, nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, encore faut-il arriver à la décrypter. Je retiens quelques chiffres. Alors, on a bien parlé de 8 points de conseils départementaux d'accès au droit. De permanence, pardon, 8 permanences. Le CD, donc effectivement, sur tout le département. Parfait. 19 conciliateurs, ça je ne me trompe pas. 400 gendarmes. Donc 2 procureurs qui se partagent finalement le territoire également. Et puis autant d'élus locaux finalement qui, je pense, pourront, sur ces quelques questions, se tourner utilement vers le CDAD. Monsieur Dumas, est-ce que j'oublie quelque chose? Le mot de la fin? Bon, alors si je comprends bien, il faut que je conclue. Voilà, en quelques mots, on est dans les temps, donc ça me paraît pas mal. Bon, déjà, je voudrais rassurer monsieur le procureur, les maires ne vont pas exercer leur qualité d'officier de police judiciaire. Et cette qualité d'officier de police judiciaire,
est resté parce qu'aucun gouvernement n'a osé le supprimer. Mais il faut savoir qu'il y a moins d'un siècle, ou un siècle, disons un siècle, les maires devaient l'exercer réellement, parce que quand il y avait un délit grave ou un crime, les gendarmes, il fallait aller les chercher, et puisqu'il n'y avait pas de téléphone, il fallait aller les chercher, et ils venaient à cheval ou en vélo. Si c'était une commune qui était située à 15 ou 20 kilomètres, entre le moment où on pouvait avoir mis la main sur l'auteur du délit ou du crime et le moment où les gendarmes arrivaient, il s'écoulait une demi, voire presque une journée. Donc le maire exerçait vraiment ses fonctions d'officier de police judiciaire. Aujourd'hui, il est bien certain que le code de procédure pénale ayant tellement évolué, certainement pas toujours dans le bon sens, mais on n'est pas là pour commenter la loi, il ne viendrait pas à l'idée d'un maire d'exercer ses fonctions, je vous rassure. Bon, je crois que dans ces tables rondes, on parle souvent, et c'est normal, l'association des maires de la Corrèze est là pour parler de ce qui ne va pas. C'est comme un syndicat, on parle plutôt de ce qui ne va pas que de ce qui va bien. Mais je voudrais, pour conclure, parler de ce qui va bien. Parce que pour terminer sur une note optimiste, et ce qui évolue dans le bon sens. Je dois dire que depuis pratiquement 2 décennies, les maires n'avaient plus aucun contact avec le parquet. Or, monsieur le procureur, et je vous en remercie, j'en remercie votre collègue de Brive, qui n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez repris les contacts avec les élus. Vous souhaitez informer les élus tant sur leurs droits et devoirs que sur les moyens qu'ils ont pour exercer leur mission. Et je crois que c'est très important. Quant à la gendarmerie, on sent, avec l'arrivée du colonel Lefebvre, une volonté réelle de renouer les relations qui, dans un certain nombre de brigades, et je suis d'accord avec vous, mon colonel, que c'est au niveau de chaque brigade que ça se passe et qu'il peut y avoir des commandants de brigade qui avaient davantage de volonté de rencontrer les élus, d'être proches des élus. Mais vous avez, je crois, si j'ai bien compris, mon colonel, et je crois avoir bien compris, vous avez la volonté qu'il y ait à nouveau une proximité effective, non seulement avec les élus, mais avec l'ensemble de la population, ce qui avait pratiquement complètement disparu sur certains territoires, où on ne connaissait même pas les gendarmes. Donc ça va dans le bon sens. Quant à vous, Madame la Présidente, vous avez donné à nos élus présents ce matin à cette table ronde, vous avez donné des éléments avec l'explication de ce qu'était le CDAD et ce qu'étaient les conciliateurs de justice, qui effectivement, les deux, peuvent apporter une aide efficace aux élus pour résoudre un certain nombre de difficultés.
Et c'est vrai que les conciliateurs de justice, alors il y a dans le salon que nous avons organisé, il y a 2 stands d'avocats. Alors je ne vais pas casser le travail des avocats, bien sûr, il faut... et puis il faut qu'il vous reste au tribunal un petit peu de travail, Madame la Présidente. Donc il y en aura toujours qui iront au tribunal, mais je suis d'accord avec vous qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Et souvent dans les procès, tout le monde y perd. C'est rare quand il y en a qui gagnent. Et si les conciliateurs de justice peuvent régler des conflits de voisinage, et vous avez annoncé le chiffre d'environ 50% de conflits qui pouvaient être réglés par les conciliateurs de justice, je crois que j'incite mes collègues maires à aller à ce que leurs concitoyens aillent vers ces conciliateurs de justice, notamment pour régler un certain nombre de petits conflits. Enfin, je crois que ce matin, nous avons abordé quand même un certain nombre de problèmes et que je vous remercie les uns et les autres, Madame la Présidente, Monsieur le procureur, mon colonel. Je pense que vous avez eu un langage clair et franc à l'égard des élus et je pense qu'ensemble, nous pourrons, dans ce mandat qui débute, puisqu'il y a 1 an que les nouveaux élus sont en place, mais avec ces problèmes sanitaires, c'est presque le début du mandat. Je pense qu'on aura un mandat où toutes ces choses-là évolueront dans le bon sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Des notes d'espoir. Colonel Lefebvre, peut-être vous faisiez un petit geste. Oui, alors ça ne se fait pas de parler après la personne qui nous invite, mais j'ai de temps en temps un côté... Il n'y a pas de protocole, mon voilà. colonel. Non, juste puisque c'est le carrefour des collectivités territoriales et que la thématique c'est les incivilités, j'aurais presque fait une faute à ne pas vous rappeler à tous individuellement en tant qu'élus que vous pouvez vous inscrire sur une de nos bases, qui est la base que l'on appelle dans notre langage SIP, sécurité des interventions et de protection. Dès l'instant où vous êtes un élu, mais ça s'adresse également à Monsieur le procureur de la République, à Madame la Présidente, c'est une démarche personnelle qui doit être faite en allant à la brigade, en disant je souhaite être inscrit sur la base SIP. Et lorsque vous appellerez la gendarmerie, lorsque vous composerez avec un numéro qui aura été enregistré chez nous, automatiquement l'opérateur du 17 à n'importe quelle heure du jour et de la nuit aura une alerte en disant attention, c'est un élu qui appelle. Et ça permet notamment dans les situations d'urgence d'augmenter, si je puis dire, même s'ils n'ont pas besoin de ça, la concentration de l'opérateur en disant c'est un élu qui appelle, c'est un appel prioritaire. Donc cette inscription SIP, elle est valable pour tous les élus, elle est valable pour toutes les personnes potentiellement menacées, mais c'est une démarche individuelle, n'hésitez pas à la faire, ça prend un quart d'heure et puis ça vous permettra de mettre un pied dans la brigade de gendarmerie et d'engueuler le commandant de brigade s'il y a eu un nouveau gendarme qui n'est pas venu se présenter à vous. Merci à tous. Le message est bien passé. Merci, colonel Lefebvre. Jean-Jacques Dumas, merci encore. François Fournier, également pour votre présence. Un grand merci, Madame Vaguette. À très bientôt pour un nouveau plateau sur le carrefour des collectivités territoriales.